Bonjour Cyril Dubois. Bonjour. Bonjour. Sur le théâtre Antique d'Orange, vraiment sur la scène du théâtre Antique Orange, pour une interview, vous et moi, pour la production Guillaume Tell, 150 ans du Festival d'art lyrique, le festival le plus ancien de France et peut-être d'Europe et peut-être du monde, paraît-il. Les Corriges d'Orange. Waouh! Les Corriges d'Orange, c'est une vraie institution. Hein. Forcément, en tant que chanteur, on a forcément vu des productions mythiques qui sont faites dans cet endroit, avec une taille de scène qui est une des plus grandes du monde. Forcément, c'est très 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 impressionnant parce que même nous qui sommes habitués à chanter devant des grandes salles, près de entre 8 et 9 000 personnes, je ne sais plus exactement le chiffre, mais oui, à peu près 8 000. C'est vraiment exceptionnel et c'est formidable de pouvoir chanter. D'ailleurs, ce qui est incroyable dans ce lieu, c'est de voir à quel point l'acoustique est vraiment prévue pour ce genre de spectacle. C'est parce que à n'importe quel endroit où on se trouve dans le théâtre, quand on est sur scène, on sent que la voix porte, et ce qui est assez rare dans les spectacles en plein air. Les Romains avaient tout prévu. On peut dire ça, ouais. Je pense qu'ils ont été un peu aidés par le plafond là, mais non, c'est vraiment un bel endroit. Ouais. Alors, vous êtes dans cette production, alors vous interprétez, rappelez-moi… Alors, Rudy, le rôle du pêcheur. Le pêcheur. Voilà, c'est ça, exactement. Qui est ce personnage? C'est pas un très très grand rôle hein, dans l'opéra, c'est pas un des protagonistes, c'est pas lui qui va poser la pomme sur la tête de Jamie, mais c'est… Quel est son rôle? En fait, le rôle, c'est un intérêt, je dirais, dramaturgique assez limité, mais c'est le pêcheur qui refuse d'aller porter le villageois qui a agressé les oppresseurs et qui déclenche un petit peu la bataille entre Guillaume Tell et puis Gessler. Bien sûr, il y a des conflits larvés dans cette histoire qui ne sont pas, je dirais, le fait que Leuthold attaque un des serviteurs de Gessler déclenche un petit peu toute cette folie qui va se passer dans ce village. Et donc le pêcheur, lui, je dirais, il lance l'opéra. C'est lui qui a le premier air de l'opéra, donc ça met un peu les personnes dans l'ambiance. Mais c'est un très très joli air, beaucoup en contraste avec notamment le rôle de Arnold, qui est beaucoup plus vaillant. Arnold qui est le ténor principal, interprété par Ciel Solbello. Et puis c'est, je dirais, une espèce de ballade qui pose le calme, je dirais, de la Suisse avant que toute la folie après se déclenche. Il est un peu pacifiste, ce personnage? Je pense qu'il suit les événements sans vraiment y prendre part. Moi, je pense plus comme un second rôle qui fait partie des villageois et puis qui a juste été identifié par Rossini parce qu'il avait besoin de cette respiration pour lancer le spectacle peut-être. Mais un rôle intéressant parce que c'est… c'est une belle élégie et puis ça fait du bien pour se mettre tranquillement dans le spectacle. Alors, que ressentez-vous quand justement vous ouvrez l'opéra et vous n'apparaissez, si je puis dire ainsi, que dans le premier acte? Que dans le premier acte. Donc vous avez énormément de pression, j'imagine, pour vous donner… maintenant, avec le petit bagage que j'ai avec moi, la pression, on apprend à la gérer. Le stress fait partie inhérente du métier, je dirais. Si on vit un stress intense à n'importe quelle représentation, il faut arrêter. Donc bien sûr, il y a besoin un peu de ce stress et il y a besoin de cette émulation, de ce Mais c'est petit le shot moment de tout d'adrénaline. donner finalement. Oui, voilà, c'est un peu ça. On n'a pas le droit de se rater. Il faut être concentré. Moi qui suis aussi habitué aux formes un peu plus courtes comme la mélodie, j'envisage cet air qui ouvre le spectacle un peu comme l'approche d'une mélodie. Parce que on a une petite forme dans laquelle il faut être performant, réussir à transporter le public juste pendant cette période et puis réussir à en insuffler quelque chose qui soit mémorable. Donc il faut bien le faire et puis après le spectacle suit son cours. Vous l'aviez déjà interprété? Non, c'est la première fois, c'est une prise de rôle. C'est une prise de rôle. C'est un rôle qui me fait un petit peu penser au rôle de Iopas, par exemple, que je viens d'interpréter dans Les Troyens à l'Opéra de Paris. C'est un peu le même genre de rôle, très élégiaque, très mélodique, comme une respiration, une espèce de suspension. L'orchestration de cet air est vraiment très très légère, avec juste des harpes. Et c'est vraiment très très beau. Comment vous vivez ce moment?
Moi, je pense qu'il faut profiter parce que, étant donné la physiologie de ma voix, c'est assez rare que je puisse avoir la chance de venir chanter sur cette scène parce que mine de rien, on a besoin pour remplir un théâtre comme celui-là d'œuvres qui suscitent l'attention du public et même si on peut tout à fait emporter le public avec nous et dans des œuvres qui sont un peu originales, c'est d'ailleurs la première fois que Guillaume Tell est donné sur cette scène, mais Guillaume Tell, ça fait quand même partie des choses du répertoire, tout le monde connaît l'ouverture, on l'a tous au moins entendu une fois, donc c'est quelque chose qui nous parle. Mais après, mon emploi vocal est plus dans des choses plus légères, qui ont peut-être moins trait à venir sur cette scène. Peut-être un jour, il y aura des choses qui me correspondront mieux. Pourquoi vous parlez ça de la physiologie de votre voix Moi, je suis plutôt un ténor léger, comparé par rapport à des ténors qu'on qualifie plus de lyriques, qui ont un emploi plus, je dirais, plus vaillant. Et donc moi je travaille plus sur les couleurs, sur le travail sur les nuances. J'aime beaucoup travailler sur le texte aussi et la précision du texte et comme si on chuchotait à l'oreille. Donc c'est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas faire dans une très très grande salle. Et puis même si voilà, on se bat avec ses armes. Et est-ce que ça limite le répertoire ou est-ce que ça limite oui, la scène? Je pense que n'importe quel chanteur est limité par le chant de sa voix. Oui. Il y a des rôles que des ténors plus vaillants ne pourront pas aborder mon répertoire et la réciproque est bien sûr vraie. Il faut être ambitieux quand on est un jeune chanteur comme moi, enfin encore un petit peu, mais ne pas s'interdire de faire des choses qui peuvent sortir un petit peu des sentiers battus. C'est comme ça que moi j'essaye de travailler, en tout cas lorsqu'on me propose des rôles. Je me dis qu'est-ce que je peux y apporter. Alors, il y a des choses pour lesquelles il y a une sorte d'évidence que je ne pourrais pas défendre ce répertoire. Oui, parce qu'il ne faut peut-être pas prendre de risque non plus avec votre voix. Voilà, c'est ça. Il faut se limiter à la fatigue de son instrument, et ça c'est en expérimentant qu'on peut, prendre conscience des possibilités de sa voix, et puis aussi la connaissance qu'on peut avoir du répertoire, parce qu'on a la chance de pouvoir continuer à découvrir des choses vraiment incroyables. Vous êtes quelqu'un, je crois, d'assez engagé pour l'existence de la musique et du chant au sein de la communauté, de l'éducation, de la culture française. Pourquoi cette niaque à l'intérieur? C'est important que les acteurs de la musique s'impliquent, parce que dans un monde qui change tellement vite, le poids de l'histoire a pour moi une place vraiment importante. Et la culture fait partie de l'histoire. Et je ne cherche jamais à mettre en comparaison la musique populaire et la musique qu'on qualifie de savante. C'est pour moi deux filles de ce grand art qui est la musique. Mais la musique savante a pour elle le poids de l'histoire et a traversé les années. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu oublier par rapport à la facilité des musiques d'actuelles et des musiques d'aujourd'hui. Donc moi je dis, laissons le temps faire le tri entre les choses qui méritent d'avoir de l'intérêt et ne jetons pas la pierre sur des choses qui sont peut-être un petit peu passéistes, peut-être un petit peu surannées, mais dont on peut trouver tout de même une façon de faire exister dans le monde d'aujourd'hui. On a des mises en scène qui sont tout à fait audacieuses, sans être complètement contemporaines, sans chercher à forcément mettre je sais pas moi, n'importe quelle mise en scène. Moi, quand on pense à Aïda, on pense aux pyramides. Quand on pense, moi, c'est l'imaginaire que j'ai à travers toutes ces grandes œuvres qui ont traversé les siècles. Donc, tout en étant respectueux du livret, il y a moyen, avec les effets qu'on peut avoir sur les scènes modernes d'aujourd'hui. De raconter l'histoire avec un grand H aussi, peut-être. Aussi, bien sûr, parce qu'il y a des messages qui sont à travers les livrets d'opéra, même si certains ont un peu vieilli, qui restent tout à fait contemporains, tout à fait actuels. Bien sûr. On parle de problématiques qui n'ont pas vieilli dans l'opéra.
Ici, c'est le conflit entre la tyrannie d'un chef et un village en somme toute rural. Et c'est des choses qui peuvent avoir un écho dans nos sociétés actuelles, parce qu'il y a toujours des personnes qui essayent de contrôler justement les volontés des peuples. Donc sans chercher à mettre forcément un sens politique derrière n'importe quelle œuvre d'opéra et faire absolument passer un message, il y a des visions à avoir, des réflexions à avoir sur ce que peut apporter justement la musique, qu'on peut dire d'autrefois, mais qui pour moi trouve quand même une résonance. Et puis voilà, ça reste ma passion et j'ai envie de la faire partager au plus grand nombre. Je suis toujours fasciné par le fait, lorsque nous, les artistes qui en faisons notre métier, prenons le temps d'aller au contact des personnes qui ne connaissent pas, les barrières s'effondrent en fait. C'est la méconnaissance qui crée, je dirais, la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis du monde d'opéra et les clichés. Peut-être que les 20, les 30 dernières années n'ont pas forcément aidé parce que les chanteurs étaient plus à se mettre au milieu de la scène, à chanter leur air sans essayer de bouger. Mais je pense que les choses sont un peu en train de changer. Les metteurs en scène, notamment les metteurs en scène de théâtre, cherchent de plus en plus à essayer de faire vivre de façon plus cinématographique, même si on reste dans du spectacle vivant et le spectateur ne peut pas être à cette distance du chanteur. Essayer de trouver des résonances d'émotions qui soient plus parlantes au public d'aujourd'hui. Et c'est aux chanteurs de ma génération d'essayer justement de casser ces a priori. Mais le public est tout à fait à même. Je viens de faire encore tout récemment une sensibilisation auprès de jeunes enfants qui allaient de la maternelle jusqu'au CM2. C'est la tranche d'âge qui est parfaite pour leur faire découvrir ce métier, parce que les enfants n'ont aucun a priori, se laissent prendre par la main et emmenés dans... C'est ça, on n'a pas, je dirais, ils n'ont pas eu cette vision que... Formatage comme quoi la musique classique c'est forcément mauvais. Et moi j'essaye de me battre contre ça, parce qu'il y a tellement de moyens d'aborder justement l'opéra. Et ce que je dis aux personnes qui sont complètement novices, c'est qu'il faut choisir vraiment avec parcimonie la première œuvre d'opéra dans laquelle on va aller voir, parce que c'est un peu ça qui donne le feu et qui donne envie d'y retourner. Donc moi je n'imposerai pas par exemple la tétralogie à mes enfants comme première œuvre d'opéra, mais par exemple j'ai emmené mes enfants voir L'Or espagnol, voir L'Enfant et les sortilèges. C'est des œuvres qui sont... quand elles sont bien mises en scène, parce que ça aussi c'est un problème. L'enfant aussi peut peut-être s'identifier aussi à l'œuvre et au personnage. C'est complètement. Et le plus tôt possible, on peut justement initier. Et c'est en ça que je dirais l'éducation nationale a sa part sur la transmission, proposer aux enfants d'aller voir des spectacles vivants, parce que c'est ce qui leur ouvre les yeux et c'est ce qui leur donne envie de s'élever un petit peu de leurs conditions d'enfant, et puis après de leurs conditions d'adulte, se poser les bonnes questions par rapport au monde dans lequel ils évoluent. Donc ça c'est en ça que je dis qu'il ne faut pas jeter la pierre sur cet art et la musique classique en général, et puis même toute la culture en général, parce qu'il y a une raison pour laquelle c'est important. Et je dirais les pouvoirs publics avec leurs échéances à court terme oublient un petit peu d'avoir la vision plus large qui sied à n'importe quelle politique qui devrait justement donner un chemin à long terme, plutôt que d'essayer de voir d'avoir une date limite par rapport aux prochaines élections. Ouais. On a bien compris. Audace et courage que vous avez eu, puisque vous avez écrit une lettre ouverte au président de la République, vous avez une réponse? Non, malheureusement, j'ai eu une réponse assez standardisée. J'étais un petit peu déçu parce que j'avais pris le temps justement d'essayer de participer, d'essayer de proposer des pistes de réflexion. J'ai eu une réponse comme quoi mon message avait été pris en compte dans le cadre du grand débat, mais en final, rien de concret, même pas été contacté par quelqu'un du cabinet. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de téléphone d'Emmanuel Macron, bien sûr, mais quelqu'un qui soit en charge de la culture pour pouvoir discuter. Parce qu'on a un problème, nous aussi, les chanteurs et les musiciens classiques en général, c'est que on a des secteurs qui sont assez segmentés et qui se parlent finalement assez peu pour faire avancer des grandes revendications. Les syndicats ne sont absolument pas représentatifs
des artistes en général, je le pense vraiment. Il y a un vrai problème de représentativité dans notre travail et de faire remonter justement les informations. Je ne dis pas que je suis le porteur des grandes problématiques des acteurs lyriques aujourd'hui, mais il faut se poser des bonnes questions. C'est à nous les acteurs de se poser des bonnes questions. Et vous êtes arrivé à fédérer d'autres artistes Non, bien sûr, il y a des gens, j'ai eu beaucoup de directeurs de band, des directeurs d'opéra, des collègues qui m'ont dit que l'initiative était bonne. Maintenant, c'est vrai que pour faire remonter... Oui, voilà, c'est ça, c'est toujours un peu le problème, mais ça nécessite un engagement à plein temps. J'essaye de suivre vraiment tout ce qui se fait... tout ce qui, notamment ce grand centre national de la musique dont on parle en ce moment, d'être un acteur plutôt éclairé par rapport à toutes les actions politiques qui peuvent proposer justement une évolution de notre métier. Je dois avouer que je suis assez circonspect des choses qui se passent en ce moment, parce qu'elles se font un petit peu sans les acteurs. Voilà, je me pose la question, je ne jette pas la pierre parce que les gens qui sont dans des instances sont sûrement des gens qui ont des idées, de très bonnes idées, qui essayent de les faire avancer à leur façon. Mais le contact entre les responsables culturels et les personnes qui vivent la culture au jour le jour est assez peu poreuse. Donc c'est des choses à améliorer, je pense. Alors, projet ? Ah, projet, plein de projets. Projet. Alors là, ce Guillaume Tell, c'est pour moi la dernière œuvre de la saison. Donc je vais prendre un petit peu de vacances après. Tout de suite, vous avez le sourire. Oui, non, c'est pas. Je suis très content. Oui, on parle de musique, pas de politique. Parce que la politique, c'est quelque chose qui nous pèse. Malheureusement, on ne peut pas faire sans, mais c'est un peu pesant de se dire qu'à notre petit niveau, on a du mal à faire bouger les choses, même si on en a vraiment très envie. Alors, donc si on retourne à la musique, donc les projets, là, les vacances vont faire énormément bien parce que la saison est très très chargée. Tant mieux. Ouais, j'en suis très content de pouvoir continuer à avoir des projets tellement différents, tellement éclectiques, tellement variés. Oui, là, je viens de faire du baroque. L'année prochaine, j'ai un petit peu d'opéra comique, de la création contemporaine que j'oublie pas. Mais je cherche à garder justement cette Vous êtes l'acteur de la diversité culturelle, vous, hein ? Ouais, c'est de la diversité du répertoire en tous les cas, mais j'essaye de ne pas me faire enfermer dans une boîte. C'est ce que je dis assez souvent, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui fait la chance de mon instrument, c'est que je peux justement aborder différents répertoires. Donc des choses comme Rossini, qui me tendent les bras, qui m'appellent de plus en plus. Bien sûr, l'opéra comique français et puis le grand répertoire français, bien sûr. Auquel vous tenez. Je tiens énormément parce que on a longtemps laissé aux personnes dont ce n'était pas la langue maternelle le soin de nous dire comment il fallait chanter notre répertoire. Avec l'addiction. Voilà, c'est ça. Et je pense que justement, ce temps est révolu. Les chanteurs de ma génération ont vraiment cette volonté, non pas que les générations précédentes, la langue maternelle. Et d'essayer justement de proposer une version, c'est ma vision en tout cas, une vision plus actuelle de la façon d'interpréter notre répertoire. Il y a des pans entiers de répertoire d'opérette, d'opéra comique qui sont à redécouvrir. Et donc j'espère que les programmateurs auront l'audace de justement aller sortir un petit peu des sentiers battus et des Carmen. Donc au Théâtre Antique, au Corrigé d'Orange, en tout cas, c'est la volonté. Hein, ouais, mais c'est formidable, il faut l'encourager. On a une programmation complètement éclectique, on a de la danse, on a du cinéma muet. De toute façon, il faut faire vivre ces lieux avec toutes sortes d'art, avec un grand art. Et donc ce qui me ramène à ma saison prochaine. Je commencerai avec une flûte enchantée à Marseille, donc pas très très loin. Hein, on va se revoir alors. Voilà, au mois de septembre, puis ensuite je passerai du sud au nord en allant en Belgique un petit peu chanter les pêcheurs de perles avec Annick, justement, on va faire ça. Et puis je retournerai à l'opéra comique, qui est une des maisons dans lesquelles ma voix se déploie le mieux et pour lequel mon emploi est complètement évident. Pour chanter Fortunio, Puis ensuite, dans la suite de l'année, quelques concerts, et puis je terminerai ma saison au Festival de Glyndebourne l'année prochaine, donc, pour le Dialogue des Carmélites. En Acmé aussi, à Moscou, bien sûr la mélodie entre la sortie de mon nouveau CD Liste, qui va se faire au mois de septembre, avec plein de récitals qui vont un petit peu jalonner toute ma saison, mon complice Tristan Raes au piano.
Donc on va développer un petit peu notre réseau de mélodies aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, la mélodie française. Donc on va faire ce concert à Caen, à Toulouse, à Lille. Voilà, des maisons qui nous ont fait confiance pour faire vivre un petit peu ce répertoire aussi. Liszt qui est un compositeur génial, parce que tellement européen avec toutes les considérations actuelles qu'on a vis-à-vis de l'Europe. Moi je pense que c'est important aussi d'avoir comme vue globale ce grand champ qui est l'Europe. Donc vous voyez, j'essaie toujours de nourrir les projets que je fais avec un intérêt par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc Liszt, et puis un petit peu plus tard aussi un programme consacré aux femmes compositrices. Donc aussi, génial, voilà. Félicitations. Ouais. Mais c'est bien que ce soit les hommes qui défendent, le répertoire. Ça montre qu'il y a un mouvement. Ouais, non, mais c'est voilà, des résonances actuelles par rapport à tout ce qui se passe autour, dont on se nourrit, c'est évident. On n'est pas enfermé dans notre répertoire et dans les poussières dans lesquelles on voudrait nous réduire, je dirais, mais voilà, je pense que, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage mon métier, un chanteur actuel dans un monde moderne et qui peut utiliser l'héritage du passé pour justement faire vivre le présent et l'emmener vers le futur. Exactement. Merci beaucoup, Cyril Dubois. Merci.